Bonjour messieurs dames. Aujourd'hui, il est minuit 23, je prends le boulot tout à l'heure à 9h30 et pourtant j'ai envie d'enregistrer. J'ai choisi le meilleur moment je pense pour le faire, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de le faire maintenant, je me sens d'attaque, alors c'est parti. Alors comme je vous avais dit lors de la dernière émission, il y a des choses qui ont changé par rapport au planning que j'avais conçu de base, notamment la vie dans l'auberge, où je vous avais dit « Ah, mais on parlera sûrement de ça ». Et finalement non, je crois qu'il y a 2 émissions avant, j'ai déjà parlé de l'auberge, donc je me suis dit « Bon, 3 émissions avant, pardon, on va parler un peu d'autre chose maintenant ». Et on va plutôt s'attaquer au musée de Madame Tussaud, vous allez voir, ça va être assez bref, mais il fallait quand même que j'en parle dans l'émission. Du musée d'art moderne, du coup, comme j'ai déjà pu vous le dire plein de fois, et ensuite parler de la soi-disant insécurité à San Francisco, de la pauvreté, du fentanyl, de la drogue. Est-ce que vraiment ça a un impact en tant que touriste? Est-ce qu'on ressent vraiment un quelconque danger dans la ville? On en parlera à la fin de la vidéo, histoire de clore ça avec un sujet extrêmement gai et plaisant. Bah écoutez, si vous êtes prêts, moi c'est ok pour moi. On peut lancer la vidéo, on peut lancer l'émission, en tout cas l'épisode de l'émission. Et si vous êtes bien installé, on est parti. Let's go! Déjà pour commencer, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, et du coup on va commencer l'émission, comme je venais de vous le dire, par le musée de Madame Tussaud. Le musée de Madame Tussaud, pour ceux qui ne savent pas, hein, peut-être, ça peut arriver, c'est en gros un musée de statues de cire, et principalement, enfin même pas principalement, hein, que de stars internationales. Donc par exemple, là on pouvait avoir George Clooney, on pouvait avoir Madonna, Peter Dinklage, il y avait Michael Jackson, Billie Eilish, enfin bref, voilà, plein de stars de tous âges, de toute génération. Et du coup voilà, nous on adore ça parce que on a beaucoup rigolé quand on a fait ça à New York, on s'est vraiment fendu la poire dans tous les sens du terme. Non, dans un seul sens du terme. Et c'était vraiment quelque chose qu'on a adoré et du coup on s'est dit maintenant à chaque fois qu'on voyage, c'est l'endroit sûr. Et pour vous prouver à quel point c'est un endroit sûr pour nous, c'est que dès le second jour, on y allait. Et c'est juste à côté de l'auberge, hein, c'est vraiment pas loin. Du coup, on s'est dit, tiens, on fera une pierre de coups, on va visiter un peu Fisherman Wharf, et en plus, on va aller au musée de Madame Tussaud. Alors, le prix d'entrée de celui de San Francisco est aux alentours des $30. Ce qui vaut, entre guillemets, voilà, ça reste San Francisco, c'est une ville chère, mais en vrai, ça passait crème, surtout c'était les premiers jours pour nous, donc, tranquillou bébou, ce qui ne veut rien dire. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que dès qu'on est rentré, il y avait un van hippie, où on pouvait rentrer dedans, et encore une fois, du coup, se prendre en photo ou en vidéo, on a fait semblant de fumer des joints dedans. Hi, sir. Hi, sir. Do you have a weed? Voilà. On avait 28 ans. Mais ça vaut le coup. Le truc intéressant, je trouve, en tout cas de celui de San Francisco, c'est qu'il y avait un stand qui montrait comment on faisait une statue de cire d'une personne célèbre. Tout simplement, ils font comme dans les jeux vidéo pour commencer, hein, ça veut dire qu'ils font de la motion capture, avec donc du coup l'acteur, l'actrice, chanteur ou chanteuse, ou peu importe, en tout cas le ou la star, où le ou la star est assis et où il y a plein de capteurs un peu partout sur son corps, mais surtout sur son visage, pour vraiment faire en sorte que ça soit le plus réaliste possible. Donc déjà, il disait que l'acteur en question, donc là c'était Neil Patrick Harris, a dû, je crois, rester je sais pas combien d'heures assis, ou en tout cas assez longtemps, pour que ce soit gênant, inconfortable et tout ce qui s'ensuit. Tout ça pour qu'on le prenne bien en photo sur tous les angles et qu'on ait vraiment une modélisation parfaite de son visage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Neil Patrick Harris, il a joué notamment le rôle de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, aussi je crois le rôle de l'antagoniste dans un Matrix. Il a joué dans Gone Girl et dans la série Les aventures désastreuses des orphelins Baudelaire. Alors, je pourrais pas vraiment vous dire beaucoup plus de choses là-dessus, si ce n'est que ils expliquaient vraiment que pour les cheveux c'était extrêmement long. Et c'est vrai que c'est, voilà, on a vu des vidéos, c'est forcément cheveux par cheveux, hein, donc c'est très complexe. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était ils expliquaient un peu plus l'histoire de Marie Tussaud, donc celle qui a, on va dire, celle qui a inventé du coup les statues de cire. Comment est-ce qu'elle a fait? Et en fait, alors si j'ai bien compris, c'est que c'était en fait à la base elle faisait des statues de cire, donc des visages voilà, de personnes qu'on guillotinait. Et je crois que ça a commencé, alors pas forcément, en tout cas c'était une des peut-être personnes les plus importantes qu'elle a modélisées.
c'était apparemment, si je me souviens bien, Marie-Antoinette. Et bien sûr, avec le temps, on a repris un peu son savoir-faire pour que les gens se prennent en photo et fassent les cons devant. Le capitalisme a pris un sacré essor, messieurs, dames. Donc voilà un petit peu l'histoire globale, vraiment très globale. Si vous voulez vous y intéresser un peu plus sur comment on fait des statues de cire, je ne suis pas la bonne personne, mais c'était intéressant, je trouve, d'avoir ça vraiment au beau milieu de la visite, parce que c'est bien beau de rigoler, de prendre des photos, etc., mais je trouve que c'est aussi intéressant de savoir comment ça a été fait, parce que, on s'amuse à prendre des photos avec des statues de cire, mais c'est toujours intéressant aussi de savoir comment elles ont été fabriquées, comment elles ont été conçues. Je pense que je compléterai tout ça avec des photos et des vidéos de nous faisons les cons, littéralement, c'est ça, un petit montage assez rigolo. Et écoutez, on va enchaîner directement avec le fameux musée d'art moderne. Donc à San Francisco, il s'appelle le SF MoMA, en tout cas le plus gros musée d'art moderne, je sais pas s'il y en a d'autres, je pense que oui, mais en tout cas le plus important, c'est le SF MoMA. Alors le SF MoMA, pareil, on l'a eu on l'avait à la base sur le CityPass, mais on l'a pas pris avec le CityPass parce qu'il faisait partie des activités optionnel, donc il fallait qu'on en choisisse 2 sur 5, je crois que je vous en avais déjà parlé de ça, et on a choisi du coup de payer le musée parce qu'il était moins cher que d'autres activités optionnelles qu'on voulait faire aussi, c'est pourquoi on s'est dit bon écoute on le paye, et vraiment ça valait largement le coup. Ça a été, en tout cas pour ma part, une très belle expérience, si ce n'est peut-être la plus belle expérience de mon séjour, et c'est pas pour rien que je vous en parle plusieurs fois dans cette émission depuis le début, depuis que je l'ai créé. Alors le musée d'art moderne c'est un énorme complexe, mais quand je vous dis énorme c'est vraiment gigantesque, où il y a 8 niveaux, où il y a des œuvres d'art un peu de tout style, de tout type. Donc c'est pas seulement, comme certains pourraient peut-être le penser, des peintures blanches avec une trace noire en plein milieu. Non, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des sculptures, il y a des photographies, des projets vidéo qui sont absolument incroyables. Il y a vraiment beaucoup de choses dans un musée d'art moderne, c'est pas seulement des trucs faits à la va-vite juste pour gagner beaucoup de thunes, comme certains pourraient le croire. Vraiment pas. C'est ultra intéressant. Et ça raconte beaucoup de choses, surtout. C'est plus profond qu'on ne le pense, et surtout dans les musées, il y a toujours un peu des explications de pourquoi, du comment, on a fait ci, on a fait ça. Ça explique pas tout, mais au moins en tout cas ça donne des pistes pour mieux comprendre l'œuvre d'un ou d'une artiste. Le premier truc dont je vais vous parler, c'est justement un fameux projet vidéo. Je crois que il y en a 2 dont je vais parler dans l'émission. Le projet vidéo en question, c'était du coup, il y avait un homme noir, qui était là debout au milieu d'une pièce, et la vidéo était en noir et blanc, et il s'avérait que cet homme sifflotait. Et il y avait une lumière sur lui, donc une sorte de spot vraiment qui était vraiment braqué sur lui, comme ça. Et en fait, il y avait au fur et à mesure de son sifflement, et au fur et à mesure que la caméra se rapprochait très légèrement, une fumée très blanche, très opaque, prenait littéralement le pas sur l'homme de plus en plus, donc étouffait vraiment l'homme, et l'homme sifflotait de plus en plus fort, sans forcément être plus stressé, ou être plus énervé, ou le faire avec plus de hargne, ou peu importe quoi d'autre. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce qu'il y avait rien d'autre à part le bruit du sifflement en question, et je trouvais que le tout, en tout cas moi ça m'évoquait beaucoup notamment la question du racisme, le fait d'avoir seulement le noir et blanc, d'avoir cette fumée blanche justement qui empiète vraiment sur l'homme, à la fin on le voyait quasiment plus, il y avait vraiment la fumée qui prenait toute l'image, et l'homme vraiment était étouffé par ça, et le fait qu'on se rapproche tout doucement, c'est un peu comme si tout d'un coup cet homme, comme si on faisait tout pour le renfermer littéralement, pour le bloquer, pour l'empêcher d'être libre, de s'émanciper. Il y avait un peu un truc comme ça, j'ai trouvé ça très fort en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu moi, et je crois qu'en tout ça a dû durer peut-être 5 minutes, et après bien sûr ça revenait à chaque fois, et voilà, c'était assez spécial, et vraiment je sais que ça m'a beaucoup touché. Une autre œuvre aussi que j'ai beaucoup aimé, donc là c'était une série de photos, alors je saurais plus vous dire exactement comment ça s'appelait, mais en tout cas ça montrait des sœurs jumelles, donc l'une qui était assez grande et très fine, voire assez maigre, et une autre, donc du coup l'autre sœur jumelle, qui elle était beaucoup plus ronde, un peu plus petite. Alors ça a son importance, c'est pour ça que je le précise, en tout cas je vous dis vraiment ce qui m'a marqué. En fait, le ou la photographe suivait ces personnes-là sur plusieurs années. Donc c'est des personnes qui vivaient dans une ferme à la campagne. Et en fait, je crois qu'on les suit quand elles sont enfants, ou en tout cas adolescentes, jusqu'à l'âge adulte, etc., etc. Et ce, à travers des mises en scène, par exemple chez elles, à l'extérieur, avec la prairie en fond. Quand c'était à l'intérieur, ça pouvait être, c'était très mise en scène. Il y avait beaucoup d'objets derrière, beaucoup de
de choses qui faisaient référence peut-être à un certain folklore de la campagne américaine, ou en tout cas de la ferme typique américaine. Et pour autant, on n'était pas dans un cliché de la ferme, c'était plus une sorte de maison de campagne plutôt qu'une ferme vraiment. Mais des fois, il y avait des photos avec des cochons par exemple. Et on les voyait du coup forcément évoluer. Et ce que j'ai trouvé très beau notamment, c'était dans le regard. Au début, dans les premières photos, le regard était pas du tout le même que sur les dernières photos. C'est-à-dire que vraiment, on voyait l'évolution à travers le regard, mais aussi forcément physique. Et tu sens que le regard sur la photo, vraiment sur le ou la photographe, tu sentais qu'il évoluait, bien sûr, parce que on comprend en tout cas l'art de la photographie. On comprend de ce que le regard apporte à la photographie aussi. Et je trouve que même, sans forcément parler de ça, il y a forcément un regard qui est plus mature, un regard qui est plus adulte, qui raconte plus de choses aussi. Alors qu'au début, t'as un regard naïf, émerveillé. Mais c'est qu'un enfant ne regarde pas quelqu'un qui le prend en photo comme le fait un adulte. Un adulte a beaucoup plus conscience de l'œuvre d'art en question, ou en tout cas de ce que veut raconter la personne en face, ou en tout cas le comprend peut-être un peu mieux. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette différence de regard, et même dans le physique, même dans la façon qu'il avait de mettre en scène ses photos, des photos qui au final sont très courantes, de la vie vraiment courante, mais avec une mise en scène justement, comme je disais, avec toute une panel d'objets, tout un panel d'objets, c'est plus français, d'objets, de vêtements, de décors d'intérieur ou d'extérieur, notamment mélanger le fait aussi qu'il y ait des animaux par exemple. J'ai trouvé ça très intéressant, et encore une fois, très touchant, pas de la même façon que les autres œuvres d'art dont je vais vous parler. Et j'ai trouvé ça surtout fou de se dire qu'il y a vraiment une personne qui s'est dit je vais prendre en photo les mêmes personnes pendant plusieurs années. Alors je sais pas si c'était un membre de la famille peut-être, tout simplement, notamment peut-être même ses enfants, d'où peut-être aussi l'aspect un peu plus, vraiment touchant et l'aspect un peu intrusif des photos. Et mais si c'est pas le cas, et même si c'est le cas, je trouve ça fou en fait d'avoir réussi à continuer ça avec la même qualité de photo, d'avoir une qualité, d'avoir une patte aussi similaire. J'ai beaucoup aimé et ça montre à quel point le travail d'un artiste des fois ça peut se faire sur énormément de temps sans forcément perdre de sa superbe ou en tout cas perdre de son âme. Et ça j'ai trouvé vraiment ça très intéressant, très chouette et surtout très audacieux. Ensuite, la troisième œuvre d'art dont je voulais vous parler, et la dernière du coup de cette émission, c'est, alors je crois, l'œuvre qui m'a le plus touché. C'est une vidéo qui a été, en tout cas un projet vidéo, qui a été créé par un certain Ragnar Kjartansson, qui est un Islandais, ou en tout cas d'origine islandaise, et il a donc créé une œuvre qui s'appelle The Visitors. Donc je vous montrerai une vidéo parce que vraiment je veux que vous la voyez, en tout cas ce que j'ai filmé, parce que là à ce moment-là j'ai filmé tellement c'était beau. Donc du coup c'est dans une pièce noire, comme vous le savez, une pièce, forcément ça a 4 coins, ça paraît logique, donc 4 pans de mur on va dire. La pièce était rectangulaire, et du coup sur les murs on va dire en longueur, en fait on projetait à peu près je dirais 3-4 vidéos, voire même peut-être plus, voire même peut-être 5 ou 6, et sur les murs en largeur, on en projetait 2 voire 3. Et en fait sur toutes ces vidéos, donc toutes les vidéos qu'on projetait, il y avait des gens qui faisaient de la musique. Donc ça peut être un instrument différent, ça pouvait être même des fois du chant, et chacun et chacune était dans une pièce, du coup, soit chez eux, soit ailleurs, etc. Donc t'en avais un qui était par exemple dans sa baignoire, t'avais tout un groupe de personnes qui étaient littéralement sous un porche dans une maison typique victorienne à l'américaine, et il y avait par exemple d'autres endroits, t'en as qui étaient sur un piano dans son salon, t'en as une qui était sur sa terrasse, et en fait ces personnes-là, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles jouaient tous ensemble la même partition, et du coup déjà ça rend, je trouve, le truc, une sorte de symbiose que j'ai trouvé vraiment vraiment très chouette, mais surtout, ça commence, tu sais, très doucement. Et ça dure comme ça pendant 5 minutes, puis plus le temps passe, plus la musique avance, et plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, et tout d'un coup, il y a une sorte de grande symbiose musicale, mélodique, mais qui bouleverse tout littéralement, mais moi en tout cas qui m'a submergé, complètement.
j'étais à 2 doigts de fondre en larmes. Je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient dans la pièce, certains étaient assis, d'autres debout. La plupart des gens avaient pas l'air d'être vraiment concentrés sur l'œuvre en question, en tout cas pas forcément impactés comme moi je pouvais l'être, et du coup j'osais pas pleurer parce que j'étais un peu là en mode non mais attends, je connais personne. À ce moment-là en plus il y avait pas mon coloc, j'étais un peu en mode en fait quand t'as envie de pleurer parfois t'as envie de soit d'être littéralement tout seul, soit d'être entouré par quelqu'un de proche émotionnellement, en tout cas un minimum, et surtout quand t'es avec plein de personnes que tu ne connais pas, et j'avais pas envie de fondre en larmes ça devant tous ces gens-là, et pourtant Dieu sait que j'avais une envie mais folle de fondre en larmes littéralement devant tout le monde. C'est tous les mélanges des instruments, des voix et cette fin hyper épique comme ça, incroyable, mais d'une beauté, mais j'ai trouvé ça mais absolument fantastique. Et c'est là qu'on voit en fait que l'art, c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'art, c'est que même là, je voyais pas forcément peut-être l'idée qu'il y avait derrière, mais pas besoin de comprendre une idée, même pas besoin d'avoir une idée en soi. Là, tout ce qui comptait, c'était juste la beauté du moment. Il y avait un peu un petit côté Covid, un peu je trouvais, un peu comme pour dire comment on peut faire de la musique, alors qu'on est tous enfermés chez soi. Quand t'as un musée où il y a autant d'œuvres, il y a forcément quelque chose qui te touche. Et je trouve surtout, parce que moi c'est un peu mon cas, quand je rentre dans ce genre de musée ou dans ce genre d'endroit, il y a un peu une sorte de préparation qu'on fait en amont, avec, je sais pas, une sorte de pacte qu'on passe avec notre corps, avec notre cerveau, où on se dit, là, nos chakras s'ouvrent, nos chakras artistiques s'ouvrent. Et tout d'un coup, il y a une œuvre ou quelque chose, c'est un peu à force de voir des œuvres, de s'y intéresser, d'essayer de les comprendre. Tout d'un coup, tu cultives ça, et à un moment donné, tu tombes sur le truc qui va te faire, qui va te faire vriller, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Et c'est exactement ça que j'ai ressenti durant tout ce passage au musée d'art moderne. Donc c'est pourquoi je finirai là-dessus avant de passer au prochain sujet. C'est ne sous-estimez absolument pas votre esprit critique par rapport à l'art. L'art, on peut le juger, on peut le sous-estimer, mais en fait l'art, il faut toujours voir des choses. C'est intéressant, je trouve. Vraiment, si vous avez un musée pas loin de chez vous ou quelque chose comme ça, allez-y et allez au cinéma, allez voir des choses, allez vous intéresser à des choses et surtout, mais intéressez-vous à l'art parce que l'art, c'est la chose qui nous parle le plus à travers nos émotions. Peut-être un conseil les plus forts que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à sortir et à regarder des choses, à chambouler aussi un peu votre façon de voir de l'art parce que des fois on peut tomber sur des choses qui vont nous toucher, qui vont nous parler sans même qu'on sache pourquoi, et croyez-moi, ressentir quelque chose artistiquement parlant, c'est très agréable. Et même d'une façon générale, ressentir, c'est très agréable. Alors, le fait de consciemment provoquer ça, ça fait du bien. C'est génial ce qu'on peut ressortir à travers l'art, parce que des fois, l'art nous en apprend plus sur nous-mêmes que ce que nous pensons de nous-mêmes ou ce que nous connaissons de nous-mêmes. Alors maintenant qu'on a parlé de choses émouvantes, qu'on a parlé de choses drôles, on va maintenant finir par une question. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça, parce que San Francisco, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment connu pour son insécurité, mais c'est ce que je pensais avant justement de partir là-bas, parce qu'il s'avère que quand j'ai parlé avec pas mal de mes potes, que beaucoup de gens m'ont dit « Ah Louis, San Francisco c'est un peu chaud quand même hein. ». Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences à San Francisco pas forcément très agréables, des choses qu'ils ne vivaient pas forcément dans d'autres villes américaines ou dans d'autres villes occidentales. Alors j'essaie de creuser un peu plus ce sujet, je connaissais déjà un peu 2-3 petits problèmes qu'il pouvait y avoir sur place, comme notamment le fentanyl, et d'une façon générale le problème de pauvreté qu'on peut retrouver là-bas, parce qu'il s'est avéré que sur plusieurs reportages, certains journalistes expliquaient notamment qu'il y a beaucoup de pauvreté à San Francisco, beaucoup de problèmes de drogue, parce qu'il s'avère que beaucoup de personnes souffrant d'addiction à la drogue et d'autres substances venaient à San Francisco de tous les États-Unis, même des fois du Canada, parce qu'à San Francisco, ils pouvaient se droguer sans avoir des problèmes qui proviennent d'autre chose que de la drogue. Comme par exemple, avec les seringues, des fois on peut se transmettre des maladies. Et il s'avère qu'à San Francisco, c'est une des villes aux États-Unis où il y a des centres littéralement avec des seringues neuves, où ils peuvent dormir là-bas, se reposer là-bas. C'est, je trouve, plutôt une bonne idée, même si ça ne résout pas le problème de la drogue, au moins ça résout les autres soucis. Et du coup, on m'a vraiment dit, Louis, fais gaffe, en vrai, protège-toi, fais attention, sors pas trop tard le soir. Et bien sûr qu'ils en riaient énormément parce qu'ils savent
très bien que moi je suis quelqu'un de très stressé. On s'en est pas du tout rendu compte dans l'émission. Non, pas du tout. L'épisode 1, pas du tout. Alors est-ce que nous, dans notre expérience, on a vraiment vécu des moments compliqués? Est-ce qu'on s'est fait agresser? Est-ce que on a vu des gens complètement défoncés sur les trottoirs ou même ailleurs? Et ben il s'avère qu'il y a eu effectivement pas mal de petites choses à noter, mais pas des choses extrêmement graves. Vraiment, on n'a pas en tout cas été agressé par qui que ce soit, on n'a pas ressenti spécialement de danger. Bon, si ce n'est peut-être des fois effectivement, surtout les premiers jours bizarrement, beaucoup de gens qui criaient dans la rue, on a pu le voir d'ailleurs aussi dans le premier épisode, où vraiment des fois des gens qui gueulent dans la rue sur des gens qui ne sont pas là. On va me dire, mais c'est dans quasiment toutes les villes qu'on retrouve ça, il y a toujours un peu des gens un peu foufous, etc. Et comme tu es un touriste, forcément tu vas beaucoup marcher dans la ville, donc forcément croiser beaucoup de gens, donc il se peut que tu tombes sur beaucoup de personnes comme ça. Bah, je suis désolé, mais moi je vis à Lyon, j'ai été plusieurs fois à Paris aussi, où j'ai beaucoup marché à Paris, j'ai vu très peu de fois ce genre de problème quand même, ou en tout cas ce genre de particularité-là. Le truc qui m'a le plus marqué, je dirais vraiment, à San Francisco, c'est vraiment les gens raides morts. Alors pas dans le sens littéral du terme. Je me souviens d'une journée où on était en train de marcher dans la ville pour aller je ne sais plus trop où, et il s'avérait que dans le croisement de rue, on est tombé sur un gars qui était sous une couverture, qui ne bougeait pas. Il n'avait pas de matelas, il n'avait pas d'affaires à lui autour de lui, il n'y avait rien. Il était vraiment par terre en pleine journée, hein. Et même je crois qu'il était 11h ou 11h30, donc il était vraiment, voilà, c'était vraiment en pleine journée. On voyait une forme humaine dessous, donc voilà, je pense pas tout de suite que c'est un homme, c'était pas forcément un homme, peut-être que c'était une femme, hein, j'en sais rien. Il ne bougeait absolument pas, je n'avais pas l'impression qu'il respirait, il n'y avait pas forcément de mouvement sous la couette d'une personne qui respire, et bah forcément nous dans ces cas-là on sait pas vraiment quoi faire ou comment réagir, on se dit juste bah le mec doit être en redescente de quoi que ce soit, ou d'une drogue quelconque, ou peut-être qu'il a passé une soirée vraiment très arrosée. Donc il y avait ça, et il y avait aussi d'autres moments où dans la rue, littéralement, même surtout au centre-ville, à Mission Street notamment, donc Mission Street, hein, comme toutes les rues américaines, c'est des rues très grandes, mais là dans une petite portion notamment au centre-ville de Mission Street, il s'avérait que plusieurs fois on a croisé des gens, étaient des fois carrément contre un mur, ou vraiment au sol, pareil, ne bougeaient pas, tu savais pas s'ils dormaient, tu savais pas s'ils étaient juste dans le coma, personne ne réagissait. Et du coup il y a un peu ce côté, ouais, tu te sens pas forcément à l'aise, tu te sens pas forcément rassuré, et surtout t'as peur pour ces gens-là. Tu te dis mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils vont bien? En même temps t'oses pas trop les déranger, tu sais pas comment ils vont réagir, surtout que le peu de gens qu'on a vus justement sous l'effet des drogues, la plupart sont ouais comme je disais assez virulents, ils crient dans la rue, ils insultent des gens, et en parlant du centre-ville justement, il y a vraiment des passages dans le centre-ville où il y a absolument plus rien. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, il y a aussi beaucoup de temps dans la rue avec beaucoup de sans domicile fixe. C'est vrai que tout ça combiné au centre-ville ça fait bizarre quand même je trouve. À Lyon par exemple tu vois pas forcément ça dans le centre-ville, ou alors par exemple sous des ponts ou dans des endroits assez spécifiques où tu t'attends peut-être malheureusement à tomber sur ce genre de personnes. À San Francisco littéralement en plein centre-ville on pouvait tomber là-dessus. Et dans l'ensemble, des gens qui ne faisaient absolument rien, qui ne commettaient absolument rien, qui étaient d'une gentillesse, le peu de gens avec qui on a peut-être échangé vite fait, c'était juste ils nous demandaient s'ils avaient de la drogue ou pas, si on avait de la drogue, pardon, et tu voyais qu'ils vivaient quand même vraiment dans des situations extrêmement compliquées, ils étaient dans une misère vraiment palpable. Et il y a eu un moment, par contre, où là on a commencé à avoir un petit peu peur. On était à un arrêt de bus, et je vois au loin un mec cagoulé qui s'approche un peu de l'arrêt de bus, donc il traverse la rue pour se diriger vers nous, donc vers l'arrêt, et là il commence à me regarder fixement droit dans les yeux, il s'approche vraiment mais très proche de moi. Dans ces cas-là, il faut juste pas trop réagir, ou juste tu le regardes, tu lui dis bonjour, mais il faut être positif, faut jamais être dans la défensive, ou en tout cas, bon, sauf à partir d'un certain degré, évidemment. Mais là, pour l'instant, il me regardait juste, il y avait rien de mal en soi, c'était pas dangereux ce qu'il faisait. Mais quand même, perturbant ce moment, et je sais que là où ça m'a vraiment fait peur, c'est qu'après il est reparti un peu plus loin, et justement derrière cet arrêt de bus, il y avait du coup le trottoir, et là, je me souviens qu'il s'est arrêté, donc il y avait plein de tentes ici, il s'est arrêté vers une tente où un mec en est sorti, et là il a commencé à lui demander, voilà, il commençait à faire, grosso modo, un deal de drogue, et là il a commencé à sortir une arme de sa poche. Et le mec en face a pas l'air d'avoir réagi, donc soit il était complètement défoncé, soit juste il s'est dit non mais c'est pas une vraie arme ça, ou soit le mec lui a peut-être dit, parce que je sais qu'il lui parlait en même temps, alors je sais pas s'il le menaçait ou j'en sais rien. Sur le moment tu vois ça, alors moi j'avoue j'ai pas trop réagi, parce que on réagit souvent dans ces moments-là en conséquence de comment les autres réagissent aussi. Et les autres ont vu ça et ont pas réagi en mode non mais c'est normal, t'inquiète pas, il va rien faire, c'est pas une vraie arme à feu, c'est pas voilà. Et c'est vrai qu'elle avait l'air particulièrement, en tout cas dans sa main, particulièrement légère, tu vois, c'était pas bon. Mais quand même,
Tu te dis, ok, le mec sort une arme comme ça, même factice, tu sortirais pas une arme, surtout quand t'es cagoulé et que tu regardes fixement les gens bizarrement comme ça, tu te sortirais pas une arme juste après, quoi, c'est un peu bizarre. Mais après, le mec est parti, il a pas l'air d'avoir emmerdé grand monde après. Même d'ailleurs, il a emmerdé personne en soi, hein. Vraiment, juste le coup de l'arme à feu, j'étais un peu en mode wow, ok. Mais à part ça, réellement, la ville ne fait pas peur. Il y a effectivement beaucoup de pauvreté, beaucoup de sans domicile beaucoup de sans domicile fixe. On est sorti le soir assez tard, on n'a eu aucun souci, littéralement aucun souci. Vraiment, ça s'est très bien passé. Peut-être que aussi, je me suis rendu compte de toutes ces choses-là, hormis peut-être le mec avec la cagoule, parce que c'était quand même vraiment spécifique, que tous les autres trucs en question ont été exagérés aussi par rapport au fait qu'on me l'avait dit avant que je parte. Ça peut aussi se produire ce genre de choses où notre cerveau va se dire « Oulala, tu sais que cette ville est dangereuse » ou on t'a dit « Attention, il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de drogue et il y a du fentanyl et machin », et du coup un peu, bah forcément, dans ta tête, ça se transforme en « Oulala ». Je regarde tout et je vais faire attention à toutes ces choses-là, alors qu'en fait en soi, moi je suis sûr que là, imaginons demain, je pars dans une autre ville en France que je n'ai pas forcément visitée, en me disant fais gaffe, c'est une ville hyper dangereuse, ou en regardant les faits divers de la ville en question sur internet au préalable, je pense que je serais pas forcément la même personne, ou je ne considérerais pas forcément la ville comme je l'aurais considéré si j'avais pas forcément fait toutes ces recherches au préalable. Eh ben écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà très très bien. J'espère que ça vous a plu, j'espère que l'émission a pas été trop longue, j'espère que je me suis pas trop répété, je prends vraiment vos retours très au sérieux, donc j'espère vraiment que voilà, ne faites pas que répéter en boucle, même si là ce que je fais c'est de la répétition, donc excusez-moi. La prochaine fois, lors de la prochaine émission, du coup, on parlera de l'île d'Alcatraz en tant que telle, de la prison d'Alcatraz en tant que telle, de ce qu'on a pu y voir, de ce qu'on a pu y apprendre, de l'exploratorium, qui est du coup un musée notamment des sciences un peu et de choses un peu extraordinaires dont j'ai hâte de vous parler. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, bonne soirée à vous, c'est 1h15 du matin, je vais vraiment aller me coucher, je suis très fatigué. Je vous fais des gros bisous, bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine. Bisous.